Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur le plateau ATEP en direct du salon Cyclo. Donc, pour un cycle de conférences. Donc, on va faire la première conférence aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Caron du réseau Aquatiris. Bonjour. Pour nous faire une présentation sur la réutilisation des eaux grises, une application concrète en Occitanie pour lutter contre la pénurie d'eau, notamment en cas de sécheresse. Donc Julien, merci d'être présent et je te laisse la parole. Merci pour l'invitation. Alors moi c'est Julien Caron, je suis expert en filtres plantés de roseaux. Au début c'est vraiment pour le traitement de toutes les eaux des maisons et ensuite on s'est spécialisé dans la réutilisation des eaux grises. Là je vais aborder un petit peu la thématique qu'on a eue dans les Pyrénées-Orientales, qui a été un problème pour nous. Donc Aquatiris a mis en place la phytoréute. Nous on a eu une problématique dans le sud de France. Après on a récolté les souhaits du client, on a adapté la phytoréute, on a fait un test chez un client, on a modifié le matériel, ensuite il y a eu l'arrêté en juillet, on a fait des tests bactériologiques et ensuite pompe doseuse, chantier vitrine, kit. Donc on va essayer de poursuivre, enfin de regarder un petit peu l'évolution de cette phytoréute et de cette réutilisation des eaux grises par le filtre planté de roseaux. Donc la phytoréute aujourd'hui dans sa forme traditionnelle, c'est un pot de fleurs avec à l'intérieur différents substrats. On a du charbon actif, de la coquille d'huître par exemple. Donc on va venir récupérer l'ensemble des eaux grises sur le dessus de ce filtre là. Les matières vont se composter, vont être filtrées par le sable, la couche de sable qu'il y a sur le dessus. Et ensuite les eaux vont parcourir ce média filtrant pour ressortir traitées, en tout cas du côté physiologique. Donc on a un traitement de 90%, très bel abattement sur ce filtre là. Alors ensuite nous on a eu dans les Pyrénées-Orientales, comme Le Monde le disait, on a une sécheresse sans précédent. Pour donner un ordre d'idée, par exemple moi en une semaine j'ai eu à peu près une trentaine de demandes de clients affolés qui voulaient arroser leur jardin. Ils ne savaient pas comment faire, ils se retournaient vers nous. Donc nous, professionnels du filtre planté de roseaux, on a dû aussi s'adapter et adapter notre produit pour ce type de clients-là. Donc voilà, on le voit, les restrictions sont tombées. Donc nous, on est un peu l'exception française sur les Pyrénées-Orientales. Donc c'est vrai qu'on est regardé par la France pour savoir comment l'évolution du réchauffement climatique et du coup ces températures qui font que monter, quelles sont les conséquences sur le territoire et comment on va pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc nous, on a eu du coup une restriction. Là, c'était encore la nappe phréatique du mois de mars 2025. Ce qui a fait que ça a ouvert du coup la préfecture à différentes solutions. Ils ont accepté que les entreprises viennent montrer un petit peu les innovations qu'ils pouvaient réaliser. Et ensuite, on a eu des participations avec la CCI, ce qui a créé du lien et nous a encouragés à se développer. Donc les restrictions, les clients, ça a été un petit peu foudroyant, personne s'y attendait. Très grosse restriction d'eau. Nous, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, interdiction d'arroser totale. Donc ça a été un choc, les jardins ont commencé à sécher sur place, ça a été très compliqué pour nous à gérer cette situation-là. Et donc voilà, l'évolution après a évolué un petit peu sur un petit peu plus d'arrosage après 20 heures, mais quand même on ne pouvait plus utiliser l'eau potable, donc c'était une problématique importante. Il faut se dire aussi que l'évolution climatique, elle est pour toute la France. Bien sûr, le réchauffement climatique remonte. Donc les sécheresses qu'on a aujourd'hui dans le sud peuvent arriver dans le nord. Les inondations qu'on a dans le nord peuvent arriver dans le sud. Donc on a vraiment un inversement des pôles et vraiment quelque chose de très exponentiel et dont il faut prendre conscience. Donc la réaction des clients, ça a été quoi? Récupérer toutes les eaux, donc les douches. On a récupéré ça, on les a mis où? On les a stockés dans des bassines devant, dans le jardin. Donc là, bien sûr, risque sanitaire total, un gros problème. Prolifération de moustiques. Là, la bactériologie, on ne regardait même pas. Donc ces clients-là, au lieu de leur dire on ne peut rien faire, il vaut mieux les accompagner et essayer de travailler avec eux pour réaliser quelque chose conforme à ce qu'on attend. Donc ensuite, les souhaits du client, ça a été du coup l'abaissement de la consommation à l'eau à la source, donc on utilise moins d'eau. Ensuite, on récupère au maximum d'eau de pluie, ça c'est important. On récupère les eaux grises, mais on réutilise de manière automatique et gérée, parce qu'autrement ils continuent avec leur petit arrosoir et les seaux, ils viennent continuer à le mettre dans leur jardin et ils ont trouvé la solution. Donc vraiment, nous on est là pour leur amener un contexte réglementaire.
Donc les eaux grises, qu'est-ce que c'est? C'est 80 à 100 litres d'eau par jour et par personne, donc c'est pas négligeable. Ensuite, nous, l'adaptation de la phytoréute. Donc comment on le considère dans le schéma global du jardin? On a la maison, soit on peut le faire gravitairement. Donc si on le fait gravitairement, pas de poste de relevage, on arrive directement dans le filtre. Si par contre on doit remonter les eaux, on met un petit poste de relevage au clair qui permet de remonter ces eaux dans le filtre. Ensuite, on a la cuve de stockage de 1000 litres et ensuite un surpresseur qui envoie dans le jardin à l'arrosage. Donc là, c'est un chantier qu'on a réalisé chez un client. Donc vous voyez la configuration, là, quand on est arrivé, le jardin était tout sec, l'été était arrivé, il y a eu la restriction, donc vraiment toute la végétation est morte. Les pins étaient en train de mourir aussi parce que, mine de rien, même les pins parasols ont besoin d'un minimum d'eau. Donc ils commençaient à se sécher sur pied. Donc ça a été vraiment très problématique. Et donc on a mis en place cette phytoréute. Donc vous pouvez le voir, vous avez le petit filtre planté de roseaux qui est dans ce pot de fleurs à même le sol, gravitairement. Donc les eaux arrivaient gravitairement à l'intérieur et ensuite on arrive dans la cuve. Donc là c'est le remplissage. Donc on peut le voir, hein, c'est assez basique hein, au final, dans un pot de fleurs à petite capacité. Donc on va voir plus tard les limites de ce système-là et qu'est-ce qu'on a mis en place pour voilà, changer un petit peu notre orientation. Mais donc c'est vraiment que des granulats, du charbon actif et de la plante. Donc là nous sommes un petit peu en série, donc on a commencé avec une cuve, une récupération de cuve qu'on avait pour faire des tests. Hein. Donc vous avez le filtre, donc dans le pot de fleurs, vous avez la mise en charge et ensuite vous avez le stockage. Cette cuve a vite été remplacée par une cuve beaucoup plus appropriée avec une pompe à l'intérieur, une pompe de puits qui permet de remonter ces eaux et de sécuriser la pompe. Ce qui est important pour nous, c'était aussi de réussir à sécuriser le matériel. Ensuite, l'arrêté est arrivé. Donc patatras, il a fallu commencer à regarder la bactériologie. Avant, on ne regardait pas forcément, on n'avait pas de réglementation sur ce sujet-là. Et là, à partir de juillet, il faut regarder la bactériologie. Donc là, on a un cadre solide, précis et des étapes à respecter, qui sont le stockage, par exemple, qui sont le trop-plein, qui sont la vanne pour discontinuer le système et gérer la bactério avec vraiment les critères qu'on nous demande. Donc nous, dans les espaces verts, on va être sur un critère qualité A. Donc cette qualité A, donc on le voit, hein, Escherichia coli, on va regarder les entérocoques, la légionelle, la turbidité, le carbone organique. Et ensuite la chloration, si on chlore, nous on décide de ne pas chlorer pour le moment parce qu'on explore d'autres solutions qui sont pour nous moins néfastes pour le sol, mais ça peut être une possibilité. Donc avant tout ça, pour la bactério, il a fallu à un moment donné qu'on se pose la question, qu'on fasse une cartologie un petit peu de la bactériologie et qu'on puisse regarder, cartographier les eaux brutes en sachant que nous on s'est dit, bon voilà, on va regarder la bactériologie, mais les eaux grises, on peut avoir deux qualités d'eau. On a les eaux grises propres, dites propres, donc on va enlever la cuisine, qui sont vraiment lave-mains, la douche, voilà, donc ça c'est vraiment les eaux propres. Et ensuite on a les eaux assez chargées, énormément chargées en matière grasse et en bactéries qui sont du coup la cuisine. Bon, nous on a dit bon on va partir sur la plus chargée avec la cuisine pour avoir vraiment des seuils maximales, on ne pourra pas aller au-delà de ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests. On a fait du coup un partenariat avec l'université de Perpignan pour réaliser des tests. On a fait plus de 112 tests bactériologiques sur ces eaux brutes et pour essayer de déterminer après des concentrations sur ce que nous on avait décidé qui était le peroxyde, du coup l'eau oxygénée qui est complètement neutre pour le sol. Et donc on est parti sur ce procédé-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est des eaux qui sont très très chargées. On est bien au-delà des seuils qu'on nous demande. Hein. Donc on veut en dessous de 10 par exemple, l'UFC. Nous, on était à 178 000. Donc pour vous dire, le parcours est énorme sur ce point-là. Mais c'est intéressant d'avoir au moins cartographié ces eaux-là. Ensuite, on a fait des eaux propres. Donc on peut voir hein, le parallèle, 178 000 avec la cuisine, 1550 sans la cuisine. Donc on a vraiment une charge bactériologique qui est beaucoup moindre et c'est plus simple en tout cas pour nous de traiter cette bactériologie-là, mais on reste quand même accroché à l'idée de se dire que quand on manque d'eau, et c'est important d'avoir le maximum d'eau possible dans une maison, donc on se bat quand même pour essayer de traiter l'ensemble de ces eaux-là.
Donc ensuite, je vous ai parlé du peroxyde. Donc le peroxyde, c'est plus communément l'eau oxygénée. Donc cette eau oxygénée, on l'a testée avec des boîtes de pétri en culture pour savoir si ça fonctionnait ou pas. Et on a essayé avec plusieurs concentrations différentes et avec un laps de temps différent. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau oxygénée fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien à 5%. Alors à savoir que nous, quand même, on était parti sur un eau oxygénée qu'on peut trouver en magasin. Donc quelque chose qui est assez simple. Donc on a été dans les boutiques de piscine et on a un pourcentage déjà, il est dilué à 12%. Donc on n'est pas sur un peroxyde pur. Donc là, les concentrations qu'on a de 5%, elles sont basées sur une concentration de 12% de produits bruts. Donc 5% de peroxyde et on était sur nous un temps de 1 minute 54 qui a été le temps estimé entre la cuve, le pompage et la sortie à la plante. Donc dans le système d'irrigation. Donc en 1 minute 54 à 5%, on arrive à abattre quasiment 3 logs, ce qui est une belle performance en tout cas pour des eaux qui sont autant chargées. Donc là on a fait une extrapolation sur ce graphique-là, on a fait une extrapolation du coup de E. coli avec le peroxyde et on voit du coup qu'à 5% on est bien en tout cas à 1 minute 54, mais si on allait à 5 minutes, on n'en aurait quasiment pas, donc là on serait en dessous des seuils du coup de la législation de ce qu'on nous oblige. Donc aujourd'hui il y a aussi un travail sur le temps du coup de contact entre cette molécule et la bactérie. Donc là sur notre chantier vitrine, qui est donc un chantier réalisé, on a voulu prendre tout l'arrière du jardin et se dire que les eaux grises de la maison vont réussir à arroser l'arrière du jardin. Donc on a de la haie en ligne avec un système goutte à goutte en tube perforé quoi, ou en goutteur unitaire. Donc voilà, on a vraiment fait beaucoup de tests sur ce chantier-là. Alors sur ce cas de figure-là, on récupère énormément d'eau grise. 1000 litres jour. Alors c'est une famille composée de jeunes enfants, c'est des jumeaux. Donc il y a beaucoup de douches, de bains, de lavage de biberons. Donc voilà pourquoi on a une consommation qui est vraiment énorme. Je pense qu'on a la limite d'une consommation maximale. On n'arrivera pas à être au-delà de ça. Et on espère que ça sera moins pour les prochains quand même. Il faut faire attention à cette consommation d'eau. Mais c'est un très bon site, en tout cas pour nous et pour nos tests. Hein. Donc là, c'est le raccordement au tout à l'égout, hein, le trop-plein qui est obligatoire par l'arrêté. Là, vous avez le système de filtration. Donc, on arrive donc après notre phytoréhute, on va le pomper avec notre pompe de puits, on va l'envoyer dans un surpresseur que vous avez là, qu'on a mis dans une cabane de jardin extérieure qui est un coffre tout simple. Hein. Et ensuite, on vient le filtrer avec un 130 microns pour protéger les électrovannes, bien sûr, et pour qu'on puisse l'injecter sur l'arrosage et le système qui existe déjà. Dans le jardin. L'intérêt, c'est de pouvoir s'adapter à un jardin qui existe déjà et de ne pas tout redéfaire et d'ajouter juste ce traitement-là pour utiliser ces eaux grises. C'est ici aussi qu'on ajoutera du coup le test de la pompe doseuse pour le peroxyde qui se fera avec une pompe doseuse qui ne demande pas d'électricité. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sobre. C'est pas énergivore. Donc ici derrière vous avez les arbustes qui sont alimentés du coup par ces eaux grises réutilisées du coup traitées et donc on a 45 mètres linéaires d'arrosage de mètres linéaires de pré-percés d'arrosage avec un goutteur qui font 2 litres d'eau. Ensuite on a une autre partie de haie qui est sur le fond, là on a 25 arbustes à 4 litres heure et là on a fait une synthèse un petit peu de la consommation de l'eau par rapport à cette végétation là et par rapport à l'eau qu'on avait. C'est important de se rendre compte qu'on a une source d'eau tous les jours, mais on a aussi de la végétation derrière qui va consommer cette eau-là. Donc il faut qu'on ait un bon ratio, un bon rapport entre la source d'eau qu'on a et l'utilisation de cette eau-là. Il ne faut pas qu'on ait trop d'écart entre les deux. Bon là, il s'avère qu'on est à 450 litres par heure par un arrosage pour l'ensemble du jardin, en sachant que nous on a à peu près 1000 litres d'eau, donc on va minorer un petit peu ce volume-là, mais admettons on a 700-800 litres d'eau, on est largement au-dessus de ce qu'on a besoin pour arroser l'arrière de notre jardin. Donc c'est quand même c'est important, c'est pas négligeable. Donc ensuite nous on est arrivé à une limite
dans notre filtre, puisqu'on a vécu un colmatage en fait du filtre en sachant qu'on avait la cuisine, on a sous-dimensionné en fait cette phytoréhute. Donc on s'est rendu compte qu'on était à 0,8 mètres carrés pour 4 équivalents habitants, plus ou moins. Et donc on s'est rendu compte qu'on était vraiment aux limites de ce dimensionnement-là. Et donc on a réfléchi à un nouveau dimensionnement, en sachant qu'on se basera du coup beaucoup plus sur le filtre planté de roseaux qui existe déjà avec les agréments qu'on a sur les maisons individuelles non raccordées au tout à l'égout. Et donc on est normalement sur 2 mètres carrés par équivalent habitant. Nous on va se mettre sur 0,8 à 1 mètre carré par équivalent habitant. Donc ça sera une forme beaucoup plus rectangulaire avec dedans toujours les mêmes charbons actifs, sable et copeaux de bois sur le dessus avec la plante. Donc là on a un petit schéma un petit peu plus explicatif, un peu plus technique. Donc voilà, on a notre structure, une vanne guillotine qui va venir faire l'alternance sur le dessus. C'est important de garder l'alternance pour minéraliser et vraiment laisser les micro-organismes et les bactéries venir dégrader cette matière organique et le gras qui se dépose sur le dessus. Et c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des odeurs et ce qui permet de composter ces matières-là. Et ensuite, on va laisser du coup les eaux entrer dans ce charbon actif. On va mettre une mise en charge pour qu'il y ait un temps de contact avec ce charbon actif suffisant pour vraiment inhiber les polluants et baisser la charge organique et physique et chimique de ce polluant-là pour que ça soit digérable pour la plante et pour ne pas être une pollution, mais être un intrant agricole en fait à la plantation. Il faut se dire que les eaux grises, c'est oui, on arrose les espaces verts, mais en plus, on va les enrichir avec de l'engrais que vous allez produire déjà chez vous. Donc c'est double bénéfice là-dessus. Et ensuite, pour finir, pour boucler vraiment l'ensemble, on a réalisé une notice de calcul à destination des paysagistes en se disant, ben voilà, nous, on est les professionnels du traitement, mais ça va être à destination des paysagistes pour qu'eux puissent quand même créer leur jardin et puissent dimensionner leurs espaces verts et leur nombre de réseaux en fonction du coup du volume d'eau entrée et de la consommation de leurs plantes. Donc on a vraiment été jusqu'au bout de notre procédé et donc du coup, je suis content de vous avoir présenté la phytoréute d'Aquatiris. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Julien pour cette présentation très claire et complète. Et on voit l'évolution du projet finalement qui a démarré avant la mise en place de la réglementation, donc qui du coup a évolué aussi au gré de cette réglementation qui s'est mise en place. Bon, ben, merci beaucoup Julien. Merci à vous de votre présence et de votre participation à cette conférence. Et on se retrouve pour une prochaine conférence dans quelques minutes. Merci beaucoup, merci. Merci.